Bonjour à tous les amis, merci de nous retrouver sur Roue Libre, l'émission vélo de FT Sport. C'est un grand plaisir d'être avec vous parce qu'aujourd'hui on va avoir des sujets très intéressants. On va parler de Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège et de Romain Bardet qui nous a régalé sur cette même course. Donc pour en parler, comme vous le savez, je retrouve mon équipe type avec mon cher Robin et le sommaire que vous voyez dont on va discuter tout à l'heure. Comment ça va mon Robin ? Ça va super, fin des classiques, donc voilà, il y a un petit pincement au cœur forcément, mais on entre dans la période favorite de Polo, donc ça me fait plaisir aussi, c'est l'heure des grands tours. Ouais, exactement. Polo, t'es chaud pour les grands tours ou pas ? Oui, je suis très très chaud. Là, on a le Tour de Romandie cette semaine qui commence. Ça va gentiment nous emmener vers le Giro qui commence dans 2 semaines maintenant. Oui, c'est ma période. Là, on va me retrouver là. Ouais, effectivement. Petite mort pour toi, mon cher. Oui, mais ça va aller. On a quand même eu une campagne sympa. C'est avant tout un amoureux du cyclisme. Exactement. En fait, je dis que j'adore les classiques, mais j'ai pas non plus de désamour pour les grands tours. Oui, clairement. Surtout pour le Giro. Et moi, c'est la même chose. Hein. Non, bien sûr. Il y a, disons, une différence de style et de préférence, voilà. Mais après vous êtes là du début jusqu'à la fin de la saison, même sur le Tour des Abruzzes vous suivez le vélo aussi on est partout avec une grande passion, comme vous d'ailleurs les rouleurs, je le sais. Le sommaire du coup on va le regarder à nouveau parce qu'effectivement 2 hommes vont être les stars de cette émission. Tadej Pogačar évidemment qui a démonté Liège-Bastogne-Liège, on s'y attendait un peu, en tout cas il a répondu aux attentes et il ajoute un nouveau monument à son palmarès, et un homme qui était moins attendu, mais là aussi, ça nous fait plaisir, c'est Romain Bardet, un Français qui performe dans un monument. Sur Liège-Bastogne-Liège, ça a été pu arriver depuis Julien Alaphilippe. Donc on va en débattre et de se poser la question de l'héritage de Romain Bardet, de se poser la question, vous voyez, du respect pour Romain Bardet, parce que on voit que il alimente son palmarès petit à petit. Ça fait un moment qu'il l'avait pas alimenté et donc on va en parler ensemble. Les bonifs pour terminer l'émission, vous voyez Egan Bernal qui lui aussi fait de très belles performances sur la doyenne notamment et qui a dit qu'il était il était sur ses meilleurs chiffres qu'il avait fait depuis même avant sa grosse chute. Donc on va en parler. Il y aura aussi. Il faudra qu'on fasse un débat un jour là-dessus. Sur tous les gars qui disent qu'ils ont les meilleurs chiffres de leur carrière. Je pense pas qu'ils mentent en plus. Non, je pense pas qu'ils mentent, mais donc, je pense que personne ne va dire ça en mentant. Mais c'est fou cet argument souvent qui est avancé par les coureurs. Moi, ça m'intrigue toujours un peu ce truc-là de c'est mes meilleurs chiffres. Ouais, le problème, Bernal, Gaudu, qui notamment ont dit ça. Le problème, c'est que depuis, il y a quand même une génération qui est arrivée et qui est quand même assez insatiable. Donc, c'est peut-être même pas de leur faute. Je pense que les chiffres sont meilleurs, mais l'échelle a changé. C'est exactement ça. Exactement. Donc, on va en parler en fin d'émission. J'espère que vous resterez avec nous. On parlera aussi de cyclisme féminin et de décathlon AG2R qui fait un très beau début de saison. On part donc sur le débrief de la doyenne et la victoire de Tadej Pogačar. C'est parti. Allez, le top 10 de la doyenne pour voir que Tadej est donc à sa place premier et Romain Bardet bien accompagné entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel qui a réglé le sprint du peloton. Alors c'est un top 10 qui représente pas vraiment la dynamique de course, mais la réalité c'est que le champion du monde il réussit quand même à monter sur la boîte. Ça fera une belle photo à Romain Bardet. Maxime Van Riels qui est un des hommes qui a été dynamique pendant cette campagne de classique, qui va chercher une belle 4e place. 3 Français dans le top 10 parce qu'il y a aussi Aurélien Paré-Peintre et Valentin Madouas. Maury Van Sevenant qui a fini de se dandiner sur ses classiques qui finit à la 6e place. Alexei Lutsenko, Pello Bilbao et donc Tom Pidcock. Donc Tadej Pogačar qui l'emporte, Robin. C'était attendu et on va dire que c'est tout simplement ce qu'il devait faire. En tout cas, il l'a bien fait, même très bien fait. Ouais, c'était attendu, mais la manière dont c'est arrivé, moi, ça m'a quand même impressionné encore une fois. Pas spécialement de la part de Pogačar, parce qu'on sait qu'il est capable de ça, donc il est parti dans la redoute, là où tout le monde attendait, mais par ce côté inéluctable que ça avait vraiment, parce que t'as l'impression que malgré le fait que tout le monde sache où il va attaquer, comment ça va être, combien de kilomètres il restera à ce moment-là, et en fait, tout le monde regarde. Il y en a certains qui essayent de suivre sur quelques dizaines de mètres, mais tu vois très vite que c'est impossible. Et vraiment, il y a ce sentiment de même si tu le sais, même si tu l'as anticipé, tu peux rien faire, quoi. D'où la sensation vraiment qu'il est dans un autre monde, parce que il y a pas vraiment de solution face à ça. C'est un peu aussi ce qu'on avait ressenti sur Paris-Roubaix et sur le Tour des Flandres avec Mathieu Van Der Poel, qui avait déjà été très dominateur. Et là, c'est le cas sur un autre terrain avec un autre coureur. Mais ouais, c'est cette sensation, moi, je la trouve assez folle, parce que j'ai l'impression que c'est ces deux-là seulement qui arrivent à nous procurer
procurer ça, d'être sans concurrence à des moments de comme ça très attendu, à des moments charnières d'une course, sur des courses quand même où il y a pas des plateaux ridicules, c'est des monuments où tout le monde ou presque est là, et ouais, c'est assez dingue. Et on voit ces chiffres, donc un 8 sur 10, Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel qui ont remporté 8 des 10 derniers monuments, et on reviendra notamment sur ce tableau juste après. Paul, quand il démarre dans la redoute, Tadej Pogačar, il le fait comme Remco Evenepoel l'avait fait. Un peu plus tôt. Hein, Robin. Exactement, mais j'ai été voir ça un peu. Il met pas tout sur sa première attaque. Ouais, il dit qu'il était à bloc du pied au sommet. Alors j'ai été comparé avec Remco Evenepoel et je remercie Thibaut qui m'a aidé sur Twitter notamment, qui était très vigilant sur cet aspect-là. Vous le connaissez peut-être sous le pseudo Latib. La famille. Et donc en fait, Tadej Pogačar, il attaque à 900 mètres du sommet de la redoute. C'est quand même assez loin. Il attaque avant les forts pourcentages. Remco Evenepoel, lui, les 2 dernières années, il attaque une fois à environ 250 mètres du sommet, et une fois il attaque carrément après le sommet. C'était en 2022. Le parcours à l'époque était légèrement différent, mais par rapport à ce qu'on a vu le sommet de ce dimanche, il attaque 100 mètres après, quand on partait à l'époque sur la gauche sur un petit plateau. Donc c'est la même côte, mais c'est très différent l'attaque de Tadej Pogačar, parce que quand il attaque, il a un gros effort à fournir pour aller jusqu'en haut. En tout cas, on voit que c'est peut-être un tout petit peu différent, mais que cette côte-là, Paul, elle offre vraiment un terrain de jeu aux extraterrestres pour annihiler la concurrence. Ouais, exactement. Et on l'a bien vu ces dernières années. Il y a eu un débat qui est revenu là, à la fin de cette course avec notamment le manque de suspense qu'on a eu sur les 3 dernières éditions. Je pense que ce manque de suspense, il est pas dû au parcours. Le manque de suspense, il est dû aux coureurs qui démolissent les courses. C'était le cas de Remco Evenepoel ces dernières années. C'était le cas de Tadej Pogačar. Derrière, évidemment, qu'on a des gros groupes qui se jouent la victoire et que du coup, c'est peut-être moins intéressant. Peut-être que, je sais pas, un Benoît Cosnefroy, un Romain Grégoire n'est peut-être pas payé par rapport à son résultat final. Grégoire fait quoi? 23, 24e, alors qu'il mériterait de faire un top 5. Oui, il mérite d'être au moins dans le top 10 tous les deux. Mais bon, ça pour le coup, c'est pas de la faute de Tadej Pogačar ni du tracé. C'est juste que derrière, le niveau est tellement homogène et qu'en plus du concours pour la 2e place, les stratégies sont quand même vraiment très différentes. C'est pour la 3e pour le coup, puisque là on avait Romain Bardet. Non, oui, c'est comme tu l'as dit, Robin, c'est inéluctable. On sait exactement ce qui va se passer. On sait exactement quand ça allait se passer. Et on sait exactement comment ça allait se terminer. Il y a un côté un peu frustrant, un manque de spectacle et un manque d'intérêt vraiment chiant, parce que c'est le 3e monument d'affilée où on a ce scénario-là. Et on peut pas dire qu'on se régale. Bianchi ou le Grand Prix E3 où il y a eu des démonstrations aussi. On peut rajouter aussi ces classiques-là qui ont été dominés de la tête et des épaules par Pogačar et Van Der Poel. Ça reste un peu frustrant, mais il faut pas non plus enlever la performance de Tadej Pogačar qui est monstrueuse. Voilà, donc c'est un peu sur 2 éléments qu'il faut savoir jongler, entre la frustration d'avoir un manque de spectacle et aussi les félicitations qu'il faut avoir envers Tadej Pogačar qui fait encore une masterclass. Et si je peux réagir juste par rapport à ce que tu dis, Polo, sur les parcours, je trouve que c'est important de dire ça, que c'est pas la faute du parcours. Bah oui. Et tu le vois bien, c'est que sur ce Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogačar, il attaque pas dans la dernière montée. On a la Roche au Faucon plus proche de l'arrivée. S'il voulait, Tadej Pogačar, il pouvait se dire bon, je suis le plus fort, j'attaque dans la Roche au Faucon. Et si ça avait été l'ancien parcours qui arrivait notamment à la Côte d'Anse, où on a souvent eu des Liège-Bastogne-Liège très chiants, où tout le monde attendait les 300 derniers mètres pour se découvrir, c'est pareil. Tadej Pogačar, je pense qu'il serait parti à 30-40 km de l'arrivée, parce que c'est pas dans sa nature d'attendre de toute façon la fin de course. Et puis en plus, c'est plus risqué d'attendre la dernière difficulté plutôt que de partir de loin quand tu sais que t'es le meilleur. Et on l'a vu sur tous les monuments cette année quasiment. Évidemment pas sur Milan-San Remo, mais sur Paris-Roubaix, ça a commencé à bagarrer à 150 km de l'arrivée. Sur le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel, il part pas dans le Paterberg ou dans le vieux Quarmont dans le dernier passage, comme ça pouvait être le cas à une époque. Certains coureurs attendaient le dernier passage du Paterberg à 13 km de l'arrivée pour se découvrir. On n'est plus là-dedans. Donc en fait, tu peux leur mettre le parcours que tu veux à ces mecs-là, ils partent un peu quand ils ont envie, quoi. Et ils durcissent la course quand ils ont envie. Je pense vraiment pas que le parcours soit à mettre en cause pour dire regardez, on a eu des monuments où le suspense a été flingué assez long de l'arrivée. La finalité, c'est que certains en tout cas s'ennuient en regardant les extraterrestres évoluer. Ça, je peux comprendre, ouais. Ça a été une question que j'ai posée notamment à Pierre Amiche pendant notre émission L'échappée sur Winamax. On écoute l'avis de Pierre Amiche. Je me dis qu'il y a 2 façons de se régaler. Un mano à mano qui se règle dans les derniers hectomètres, ou une surprise, un scénario de course, quelque chose de rafraîchissant, un nouveau vainqueur, Julien Alaphilippe, je sais pas.
quelque chose qui nous fasse vibrer. Moi, c'est ce que je réclame. C'est pas de savoir qui va gagner, parce que ça, c'est super pour Wina et pour les parieurs, mais moi, je réclame de l'émotion. Et c'est ça qui, pour l'instant, me manque un tout petit peu sur le début de saison, parce qu'on a malheureusement peu de suspense dans les courses, que ce soit les courses d'un jour ou les courses par étapes. J'espère me gourer. Je pense quand même que Poggi est une jambe au-dessus aujourd'hui, mais... Donc effectivement, il y en a certains qui se font un peu chier devant la télé. On peut le regretter, mais on a tellement critiqué des fois l'absence de dynamisme des courses que on peut pas des fois tout avoir. Il faut essayer d'apprécier ce qu'on a, quoi. Je m'emmerdais terriblement quand tout le monde attendait la côte d'Anse sur Liège-Bastogne-Liège. Donc, voilà, est-ce que c'était mieux avant? Pas tout. C'est une question aussi d'éternel insatisfait, mais on a le droit aussi, et sans qu'on critique aussi cet avis, de dire qu'on se fait plutôt chier quand on regarde Tadej Pogačar sur Liège. Souvenez-vous ces années Tour de France, même les années un peu froues, mais même un peu après, où on a critiqué l'attentisme. J'ai souvenir des commentateurs même qui critiquaient l'attentisme de beaucoup de coureurs. Et même avant, Schleck Contador, c'était pareil. On trouvait qu'ils attendaient les 200 derniers mètres pour s'attaquer. Aujourd'hui, évidemment, on critique le fait que les coureurs soient plus attentistes, mais qu'ils détruisent le suspense. C'est pareil. Je reprocherai rien à personne parce qu'on est un peu dans ce cas-là. On commente la course qu'on a en face de nous. On se réfléchit pas trop à celle qu'on a vue il y a 2 ans, ni à celle qu'il y aura dans 2 ans. On commente un peu les courses qu'on voit. Mais c'est vrai qu'actuellement, de facto, on se fait quand même un peu chier. Et sur ces 3 derniers monuments, on s'est un peu ennuyé pour le suspense, pour la victoire en tout cas. Alors comme le notait Pierre Amiche, en tout cas, quelle que soit la réalité du présent, ces hommes-là marquent l'histoire, et ça, on peut pas leur enlever ça. On va regarder le tableau récapitulatif des monuments, et pour voir que les deux trustent les 2 premières places. Tadej Pogačar est à 6 désormais, Mathieu Van Der Poel est à 6 aussi, et on voit Evenepoel, Fuglsang, Degenkolb et Christophe qui sont à 2. On peut regretter l'absence notamment de Wout van Aert qui doit regarder ce classement et de se dire que vraiment tu penses qu'il regarde pas de chance. Il nous regarde, il voit nos petits tableaux. Je pense qu'il a pas besoin de regarder pour le connaître. Il l'a bien en tête. Ouais. Il l'a bien en tête. Mais Paul, tu vois, quand on regarde ce classement, on peut se dire lequel ira le plus loin dans la diversité aussi des monuments. Est-ce que tu crois plus en la capacité de Pogačar d'aller gagner les monuments qu'il n'a pas, c'est-à-dire Roubaix, Milan-San Remo, ou en Van Der Poel d'aller chercher Liège et le Tour de Lombardie? Moi, je pense que Pogačar a largement plus dans les jambes Paris-Roubaix et Milan-San Remo. Milan-San Remo, il y a aucun doute. Il est passé quand même assez proche ces dernières années. Ça s'est pas joué. Podium cette année. Ça s'est pas joué à grand chose. Paris-Roubaix, c'est un grand débat qu'on a avec Robin depuis le début de l'année. Moi, je suis persuadé, au vu de ce qu'il est capable de faire sur le Tour des Flandres, au vu de ce qu'il était capable de faire sur des étapes du Tour de France qui mettaient la part belle au pavé sur la grande boucle, je n'ai aucune hésitation sur le fait que Pogačar, s'il décide de se concentrer un jour sur Paris-Roubaix parce qu'il doit la gagner pour aller chercher un fantastique grand chelem, qui jouera les premiers rôles. Après, la question qu'on pourra se poser sur Pogačar à Roubaix, c'est la même qu'on peut se poser actuellement avec Van Der Poel sur Liège-Bastogne-Liège. C'est est-ce que malgré le talent incroyable et les jambes incroyables que ces coureurs ont, est-ce que la limite de leur profil ne va pas les empêcher de gagner des courses qui ne leur correspondent pas. Mais à ce petit jeu-là, j'ai l'impression que Pogačar peut mieux fitter avec avec Paris-Roubaix que Van Der Poel peut fitter avec le dénivelé, l'enchaînement des côtes un peu plus difficiles que vont représenter évidemment les Bastogne-Liège, mais aussi le Tour de Lombardie qui est encore un cran au-dessus pour le Néerlandais. Je pense que Pogačar a plus de chances de faire le Grand Chelem. Ouais, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Polo, mais je suis assez d'accord. Plus Pogačar quand même. Je suis un poil moins peut-être optimiste pour Pogačar et Paris-Roubaix. Tu penses que Van Der Poel peut gagner Liège-Bastogne-Liège? Alors, je pense qu'il peut, oui, mais il a moins de chances de gagner Liège que Pogačar n'en a de gagner Milan-San Remo, par exemple. Est-ce qu'il a moins de chances de gagner Liège que Pogačar a de chances de gagner Paris-Roubaix? Non, ça, je pense qu'il a plus de chances de gagner Liège que Pogačar de gagner Roubaix. Mais en fait, si on prend dans les 2 qui leur manquent chacun, je pense que Pogačar a plus de chances de gagner San Remo que Van Der Poel en a de gagner Liège, et Pogačar a quand même plus de chances de gagner Roubaix que Van Der Poel en a de gagner le Tour de Lombardie. Donc en fait, sur les 2 défis qu'il peut y avoir, Pogačar a quand même un petit temps d'avance, et ce que j'attends aussi, c'est de voir une première fois Tadej Pogačar sur Paris-Roubaix, parce que ça nous donnera quand même une grosse indication. Aujourd'hui, on fait des hypothèses en voyant les étapes pavées qu'il y a eu sur le Tour de France, en voyant le Tour des Flandres, mais la différence, c'est que Van Der Poel, il est allé sur Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, donc on a une idée quand même assez précise de ce qu'il peut y faire, alors que Pogačar sur Roubaix, pour moi, ça reste encore une grosse inconnue. Je dis pas qu'il peut pas gagner, mais voilà, ça reste un truc pour moi encore assez fantasmagorique, et il y a pas un mec qui a gagné Paris-Roubaix en faisant son poids depuis Bernard Hinault, donc c'est quand même un truc qui me reste
reste en tête. Je me dis, s'il n'y a pas un mec qui l'a fait depuis 50 ans, est-ce que c'est Pogačar qui peut le faire? Je suis pas encore tout à fait sûr, mais j'ai très très hâte de le voir aller sur Roubaix. Par contre, ce qui est sûr, et Mathieu Van Der Poel l'a très bien dit après la course, on a la décla. Je pense que pour ces coureurs-là, que ce soit un Pogačar qui veut gagner Roubaix ou un Van Der Poel qui veut gagner une Ardennaise, un monument ardennais, il va falloir préparer sa saison différemment. Tu peux pas être Mathieu Van Der Poel et vouloir démonter les Flandriennes aussi facilement qu'il l'a fait et derrière vouloir gagner une Ardennaise. Je pense que c'est pas possible, ne serait-ce qu'au niveau du profil, de la préparation, etc. Et pour Tadej Pogačar, comme tu l'as dit, là où Van Der Poel est déjà venu sur Liège, Pogačar devra aller sur Paris-Roubaix s'il veut la gagner. Et Paris-Roubaix, c'est de l'apprentissage aussi. Pas sûr qu'il démonte Paris-Roubaix sur sa première participation. Et en plus de ça, il faudra aussi une préparation adéquate pour le Slovène, parce que tu ne peux pas jouer tous les objectifs qu'il joue, tu peux pas les démonter la Catalogne un mois avant, et les Strade Bianche, viser le Giro, et au milieu de ça, se dire peut-être que j'ai une chance sur Paris-Roubaix. Ça, malgré le fait d'avoir des coureurs avec des pics de forme tout au long de l'année, je pense que là pour Pogačar, on va quand même heurter un mur si on pense qu'on est capable de faire ça. Oui, alors, on a juste une décla pour terminer, celle de Mathias Kelmose. Elle est intéressante, cette décla du leader de Lidl Trek. Il dit « Cela m'a coûté toute ma course d'essayer de suivre Pogačar. Quand tu t'approches un peu trop du soleil, tu te brûles. » Alors, on l'a vu, il a même moins essayé qu'un Richard Carapaz, par exemple. Mais la réalité, c'est que ça l'a quand même mis dans le rouge pour imaginer l'effort qu'a fait Tadej Pogačar. Dernière petite question un peu moyennasse de comparatif entre les deux. C'est est-ce qu'il y a plus d'écart entre Van Der Poel et ses concurrents sur les Flandriennes ou entre Tadej Pogačar et ses concurrents sur les Ardennaises? Moi, je pense qu'il y a plus d'écart entre Tadej Pogačar et les autres sur les Ardennaises, parce que sur les Flandriennes, tout simplement, on a vu par exemple un Tadej Pogačar être capable d'aller taper Van Der Poel sur son terrain, sur le Tour des Flandres, d'aller taper à la fois Van Der Poel et Van Aert. Pour le moment, je vois personne capable de taper Tadej Pogačar sur que ce soit Liège, même pas Remco ou le Tour de Lombardie. J'attends de voir. C'est la frustration, quoi. Moi, j'y crois pas. C'est un peu la petite, c'est comment on dit, c'est un peu le fantasme. J'ai l'impression de se dire que Remco Evenepoel peut rivaliser avec Tadej Pogačar sur les Ardennaises. De un, on l'a pas vu, t'as raison, Robin. Et de deux, quand on voit la déclat de Mathieu Van Der Poel qui dit que même avec mes meilleures jambes, j'aurais été incapable de suivre Pogačar sur Liège. Moi, je crois absolument pas à Remco Evenepoel. Je pense vraiment que Tadej Pogačar sur Liège, sur ce type de terrain, est beaucoup plus fort que n'importe qui. J'aimerais avoir un Vingegaard à 100%, un peu tourné vers les Ardennaises un jour, pour voir s'il peut y avoir un beau duel entre les deux. Mais pour moi, il y a que le Danois qui est capable de mettre à mal un peu Pogačar sur ce type de terrain. Quand tu regardes l'année dernière, et ça vaut sur tous les autres terrains d'ailleurs. Quand tu regardes l'année dernière sur Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel, pardon. Il est meilleur, Evenepoel. Ça, c'est vrai. Remco Evenepoel attaque dans la redoute. Alors sur le haut de la redoute, il y a des coureurs qui arrivent à suivre. Il y a un Tom Pidcock qui arrive à suivre pendant un moment. Evenepoel est pas tout de suite tout seul. Tadej Pogačar, il est tout de suite tout seul. Et donc c'est pour ça que je trouve que Mathieu Van Der Poel est quand même lucide sur le fait de dire qu'il ne peut pas taper Tadej Pogačar sur Liège-Bastogne-Liège à la régulière. Ça, je suis d'accord. Par contre, j'ai quand même été déçu de sa course dans le sens où il bascule 20e à la redoute. Il est quand Pogačar attaque, il est en 20e position et il est à l'agonie. Enfin, il est déjà à bloc. Et ça, pour moi, c'est pas le niveau de Mathieu Van Der Poel. Donc, j'aurais quand même aimé voir un Mathieu Van Der Poel au top. Il dit avec mes jambes de Roubaix, je tape pas Pogačar. Ok, peut-être. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Mais j'aurais quand même aimé voir où le mettaient ses jambes de Paris-Roubaix sur ce Liège-Bastogne-Liège. Parce que clairement, il avait pas ses jambes de Roubaix dimanche dans la redoute. On va passer aux humains, les gars, parce que Romain Bardet a gagné la course des humains ce week-end à Liège-Bastogne-Liège. Et donc, on va parler de cette magnifique performance de notre Français. C'est parti. Et ouais, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Franchement, c'est une performance à laquelle, déjà, tout simplement, Paul, on ne s'attendait pas. Ah non, on s'y attendait pas. De là, aller chercher un podium, non, on s'y attendait pas. Par contre, de voir Romain Bardet performer sur Liège-Bastogne-Liège, qui est une course qu'il adore, avec la forme qu'il a en ce moment, on l'a vu en sortie de Tour des Alpes, où pour moi, c'était le meilleur grimpeur, même s'il finit il doit finir top 5, je crois, 5 ou 6, au général, 5 ou 6 au général. C'était un Tour des Alpes bizarrement construit, avec pas forcément d'arrivée au sommet. Mais Romain Bardet était quand même très rassurant, notamment sur la dernière étape. Il arrivait en pleine forme sur ce Liège-Bastogne-Liège, et qui, en plus, comme je l'ai dit, est une course qu'il adore. Je le voyais performer.
confirmer, je le voyais être l'un des meilleurs Français, pourquoi pas le meilleur Français. Il me semble que c'est ce que je vous avais dit à 100 km de l'arrivée, si je dis pas de bêtises. Tu as raison, et moi je t'ai répondu non, ce sera Kevin Vauquelin. Il me semble que Issa Robin m'a regardé en mode t'es sûr que t'as dit ça, mais il me semble que j'avais dit que Romain Bardet. Tu l'as dit. Après, on a choisi nos coureurs. Je suis témoin. Après, on a parlé du top 10, etc. Mais c'était autre chose parce qu'on a regardé la course ensemble ce week-end. Mais de là à le voir aller chercher un podium, et surtout la manière. C'est pour ça on parlait d'exploit, notamment sur Winamax ce week-end. Est-ce que c'est un exploit? Évidemment, finir deuxième d'une course où il a déjà fait un podium, etc. Il l'a pas gagné. Le mot exploit est peut-être un peu galvaudé, mais dans la manière avec laquelle il est cherché cette deuxième place, moi je trouve que c'est un exploit, et c'est pour ça que j'ai aucun problème à utiliser cette formule de langage. Exploit. Ouais, je suis d'accord avec Polo. Ouais, exploit parce que Tadej Pogacar, il est dans un autre monde. J'avais noté 2 petites stats. Il gagne avec 1 minute 30 d'avance, Pogacar. Personne n'avait fait ça depuis Hinault en 80. Et il fait un raid solitaire, donc de quasi 35 km. Personne n'avait fait ça depuis Hinault en 80. À l'époque, c'était 77 km en solitaire et 9 minutes d'avance. C'est le fameux Liège-Bastogne-Liège sous la neige. Donc c'est dans des proportions encore plus dingues. Mais ça montre la perf de Pogacar. Ça fait presque 45 ans qu'il n'y a pas un mec qui a fait ça. Donc quand t'es le mec qui fait deuxième derrière comme Romain Bardet, en plus comme dit Polo avec le scénario où tu pars dans les forts pourcentages de la Roche-au-Faucon, t'as tout un groupe derrière toi qui revient à un moment à 5-6 secondes. Il y a des moments, Bardet il se retourne, ils sont là quoi. Et il continue d'y aller parce qu'il se dit, il y a un moment ils vont se regarder un peu, qui va boucher le dernier trou, ils vont pas s'entendre et je peux encore rester devant, ça peut le faire. Et ça le fait en effet, et il va faire 2. Ouais, moi je trouve que c'est un exploit et je pense que pour lui c'en est un aussi parce que il passe la ligne, il pleure quand il passe la ligne. Comment tu l'as interprété ça? Parce que est-ce que tu t'es dit que c'était sur le moment il était effectivement heureux de ce résultat, ou est-ce que tu as vu peut-être quelque chose de plus grand, plus important, comme si il se retournait un peu sur sa carrière? Certains ont interprété ça comme ça d'ailleurs. Moi je pense que c'est surtout parce qu'il a eu des galères quoi. Alors quelle galère et comment tu l'as interprété cette émotion? Sur le coup, je savais pas trop. C'est après en lisant ses interviews, je trouve que ça donne le contexte nécessaire. Il explique que il pensait pas pouvoir refaire un podium sur Liège-Bastogne-Liège cette année, et même s'il adore la course, il a expliqué plusieurs fois que cette année c'est peut-être sa dernière, que depuis quelques années il a beau être super fort, il voit qu'il peut plus être dans les hauteurs qu'il a côtoyées à une époque de sa carrière, que par exemple un Tadej Pogacar c'est pas dans sa cour, alors qu'il y a quelques années Chris Froome ça l'était, et donc je pense que c'est un peu tout ça, les abandons successifs qu'il a connus sur le Tour de France et sur le Giro, avec des grosses déceptions parce qu'il était toujours très bien placé au général, et il se fait 2 commotions cérébrales quand même, un abandon je crois chez lui le 14 juillet proche de chez lui. Tu te dis ouais, ça faisait quand même un enchaînement de galères pour Romain Bardet, et je pense que c'est un peu ça qui ressort quand il passe la ligne et qu'il pleure, c'est de se dire ouais voilà, en fait c'est encore mon niveau, et il explique aussi d'ailleurs très bien les sacrifices que ça implique d'être coureur cycliste aujourd'hui. Il a un enfant qui voit peu parce que pendant des mois et des mois il est en course, en stage à droite à gauche, et je pense qu'il y a aussi ça. C'était sa dernière course dimanche avant de rentrer chez lui pour quelques jours parce qu'il va aller sur le Giro, donc il va pas avoir énormément de temps chez lui, mais c'était un peu le fait de se dire ça valait le coup quand même. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas vu mon fils pendant 4 mois pour faire 14e sur Liège-Bastogne-Liège. Personne le remarque et je rentre chez moi le dimanche soir. Non, là, il y a un résultat. Ouais, et puis je suis complètement d'accord avec Robin, et je rajouterais aussi un truc, c'est la manière avec laquelle, j'en parlais juste avant, avec laquelle il est cherché ce bon résultat. C'est exactement le cyclisme qu'il s'imagine, le cyclisme qu'il aime, et peut-être le cyclisme qui s'est dit qui était perdu quand il voit la surdomination des 6 extraterrestres depuis maintenant 2-3 ans, quand il voit aussi ses propres résultats, ses propres mésaventures. Là, il a fait il a pratiqué du cyclisme qu'il aime, du cyclisme offensif, du cyclisme qui paye, l'offensif qui l'attaque qui paye, c'est son credo depuis toujours. Il avait ce truc écrit sur son vélo, c'était prends le risque ou perds ta chance. C'est ça, take the risk or lose the chance. Ouais, voilà. Et c'est exactement ce qu'il a fait sur ce Liège-Bastogne-Liège. Il aurait pu, quand tu dis en haut de la côte de la Roche-au-Faucon, quand il voit que derrière c'est à 6-7 secondes, il aurait pu se dire ça sert à rien. Non, il a continué, ça a payé. Ça aussi, c'est un cyclisme, c'est là-dedans qu'il se reconnaît, Romain Bardet. C'est dans ce cyclisme qui prend du plaisir et qui va même chercher des résultats, parce que ses grands résultats il est cherché comme ça aussi. Donc je pense que ça aussi, ça a dû lui donner beaucoup d'émotions à l'arrivée. Alors il y a eu
pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné 2 qui m'ont intéressé. Il y a déjà le tweet de Vélo Futé qui disait: le palmarès de Romain Bardet ne reflète pas suffisamment l'empreinte qu'il laissera sur le cyclisme français et mondial. Encore un podium sur Liège, pas de victoire. On espère qu'il gagnera une étape du Giro pour compléter sa collection en Grand Tour, et pourquoi pas un podium. Il y a dans la musette aussi qui dit: à un Froome près, un Valverde près et un Pogacar près, Romain Bardet aurait le Tour, un Mario Arc-en-Ciel et une doyenne à son palmarès. Paul, du coup on pose cette question: Bardet, finalement quel héritage après la fin de sa carrière qui n'est pas terminée, mais on peut déjà s'imaginer à peu près quel sera son héritage? C'est une question de fou, parce que évidemment il y a cette question du palmarès, il y a la question de l'impact qu'il va laisser auprès du public français, qui n'a eu Dieu durant sa génération et durant ses meilleures années que pour Thibaut Pinot. C'est très dur à répondre comme question. On va s'intéresser au palmarès. On le voit sur la Merci Tom, on le voit sur ce tableau. 10 victoires professionnelles, 2e, 3e du Tour de France, 3 étapes du Tour de France, maillot à pois en 2019 où il ne gagne pas d'étape, et le Tour des Alpes en 2022. C'est pas à la hauteur du coureur que c'est, et du coureur du coureur que c'est, tout simplement. C'est là que c'est un peu frustrant, mais d'un autre côté, il va chercher un nombre d'accessites et un nombre de deuxième places qui sont assez immenses, et sur des courses importantes face à des coureurs qui, pour certains, ont déjà été pris avant ou après les résultats qu'il a eu pour dopage, ce qui fait un peu mal aux fesses, je pense, pour un coureur comme Romain Bardet, qui est l'un des... Alors Pierre Amiche a compté et disait qu'il y a 11 fois effectivement, et 7 coureurs convaincus de dopage ou contrôlés positifs au moins une fois. 11 de ces 50 deuxièmes places ont été derrière des coureurs convaincus ou qui ont eu des histoires de dopage. Voilà, Van der Sande, Novikov, Simon Yates, Nairo Quintana, Christopher Froome, Alejandro Valverde et Molano. Voilà les coureurs. Donc voilà, c'est pour certains c'est notre époque, mais moi, quand t'es pris pour dopage, pour en discuter, on a déjà beaucoup discuté. Je pense que tout ce qu'il y a avant ou après ne doit pas compter. Mais c'est un autre débat. Mais du coup, ça rajoute un peu à la frustration, mais au côté un peu romantique de la carrière de Romain Bardet, qui a toujours été par rapport à Thibaut Pinot. C'est difficile parce que longtemps on l'a vu comme le mec sûr, le mec, tu savais qu'il arrivait sur un Tour de France, tu savais qu'il allait faire top 5, tu savais qu'il allait faire podium, tu te demandais même s'il allait chercher la victoire. Avec Thibaut Pinot, tu vibrais un peu plus avec ses hauts, avec ses bas, sauf que Romain Bardet, il a eu un niveau extraordinaire, peut-être que Thibaut Pinot n'a jamais eu, mis à part en 2019, mais ça a duré de 2014, parce que 2014 il fait top 10 du Tour, derrière Thibaut Pinot certes, mais jusqu'à 2021, 2022, où il est à 2 doigts de choper un Giro. Là aussi, cette histoire du Giro, c'est 2022, hein, je confonds la date à chaque fois. Il sort du Tour des Alpes, il vient de le gagner. Sur le Giro, pour moi, et on le voit sur cette première semaine, il n'y a pas un mec qui est à son niveau en montagne, et arrive ce qui arrive, tu vois, c'est ça qui est frustrant, c'est beaucoup de rendez-vous manqués, que ce soit au niveau palmarès, mais au niveau popularité aussi. Il est tombé dans une période où il a vraiment pas eu de chance, en plus de tout ce qu'on vient de dire, quoi. Alors, a-t-il un palmarès à la hauteur, Robin? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il a été finalement trop propre, pas en termes de dopage, mais trop propre en termes de personnalité pour être apprécié autant que Thibaut Pinot? Sur la personnalité, déjà, je pense que Thibaut Pinot, il n'a pas été plus extravagant qu'un Romain Bardet. C'est juste que les gens, pour plein de raisons, se sont attachés différemment à Thibaut Pinot. Mais Thibaut Pinot, c'est pas non plus un mec qui donne beaucoup d'interviews. C'est pas un mec qui est très expansif. C'est pas un mec qui est exubérant, quoi. Non, mais il donne quand même Peter plus. Sagan. Non, mais après, il y a des trucs à raconter un peu plus, mais c'est pas des peu plus attachants. Je veux dire, l'histoire hors vélo, hein, l'histoire avec ses chèvres. Ouais, mais c'est pas des trucs qui donnent. Quand on le voit avec le PSG, et puis c'est sa vie, juste. Ce qu'il pense du vélo. Oui. C'est pas une. J'ai l'impression qu'il en donne plus sur sa vie que Romain Bardet, que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est un peu plus attaché aux Français. Moi, je pense pas. Après, sans doute que Romain Bardet, il est peut-être encore plus dans le vélo que ne l'a été Thibaut Pinot. C'est pas pour parler à chaque fois des deux ensemble, mais Thibaut Pinot, on sait que le vélo, c'était une partie de sa vie, mais qu'il avait aussi des échappatoires, et tu le dis très bien, notamment sa vie chez lui. Parfois, on l'a un peu dépeint comme un mec un peu reclus dans sa ferme. Romain Bardet, c'est pas cette personnalité-là. Moi, je l'ai vu sur les tours, notamment sur le Tour 2017.
c'était un gars qui vivait pour le Tour de France. C'est moins le cas aujourd'hui, mais mais ça, il le critique, hein. Dans une des déclats qu'on a, il dit justement, après mes podiums, je n'en pouvais plus d'entendre les gens me dire, allez, c'est pour toi cette année. Chaque année, c'était devenu insupportable. Les gens ne voyaient plus que l'athlète, plus du tout l'homme. J'ai fait une vraie crise d'identité. Heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts. Les gens ont fait le deuil. Il le dit, ça, qu'en fait, on ne voyait plus qu'en lui un coureur cycliste qui était fiable, comme le dit Paul, mais finalement, plus du tout l'homme. Ouais, mais c'est quand même le grand écart entre Pinot et Bardet, c'est que Pinot a toujours voulu un peu s'échapper du Tour de France. Ça a jamais été vraiment la course qu'il adorait. Il aimait pas cette pression-là, alors que Romain Bardet, bon, aujourd'hui, certes, il te dit qu'on en a peut-être trop fait, mais à cette époque-là, quand il est dedans, t'as l'impression qu'il vit pour cette course et il vit pour ce maillot jaune. Il veut gagner le Tour de France. Là où Pinot, t'as carrément dit un jour en interview, je sais pas si j'avais envie de gagner le Tour de France. Peut-être pas finalement. Et pour moi, c'est la grande différence entre les deux. Mais pour te répondre sur est-ce qu'il a un palmarès à la hauteur, moi, j'ai presque envie de dire oui, parce que 2 podiums sur le Tour de France, je crois qu'on se rend pas compte de ce que ça veut dire. Surtout que c'est très différent, je trouve, du podium de Thibaut Pinot, qui est un podium d'un coureur très jeune à l'époque, qui a 22 ans, si je dis pas de bêtises. Pas loin, à mon avis. C'est un 90, pardon, 24 ans, qui est encore maillot blanc, et qui fait un podium, une année où, c'est pas pour enlever du mérite, hein, mais on a Contador et Froome qui abandonnent ce tour, Nibali qui marche sur la concurrence, et derrière, on a nos 2 Français, Perrault et Pinot, qui viennent faire 2 et 3, et c'est super, mais c'est un peu inattendu quand même. Romain Bardet, il fait des podiums, quand on l'attend, il fait un podium en 2017, il a fait 2e en 2016, il arrive en 2017, on pense qu'il peut gagner le Tour, et il est vraiment pas loin de gagner le Tour. C'est le meilleur en montagne. Il termine 3e, donc c'est sur le papier un peu moins bien que l'année d'avant, mais en fait, en 2016, il est pas du tout proche de gagner le Tour. Non. Par contre, en 2017, oui. Et ça, je pense qu'on n'a jamais eu un coureur français depuis 25 ans, depuis, je dirais, Virenque, qui est venu sur le Tour avec l'objectif de le gagner, et qui a répondu aux attentes dans le sens où il a été dans la bagarre. Alors certes, à la fin, ça le fait pas. Il fait 3e, il a même failli finir 4e, mais pour moi, c'est un accomplissement exceptionnel d'avoir fait 2 podiums de suite sur le Tour. C'est un truc, même 2 podiums en grand tour, si on regarde dans l'histoire avant Bardet, qui c'est qui l'a fait? C'est Virenque, et avant c'est Hinault et Fignon. C'est super rare, quoi, dans l'histoire du cyclisme français. Un podium, ça arrive. Il y a des mecs qui ont fait un podium et bravo à eux. Mais faire 2 podiums, ça te met dans une autre catégorie. C'est qu'en termes de fiabilité, c'est un truc de fou, quoi. Donc, je pense qu'il faut valoriser ça un peu davantage. Même ça, tu lui enlèves parce que tu lui ramèneras toujours le Tour 2019 de Thibaut Pinot. On dit que c'est lui qui était le plus proche de gagner le Tour de France. Alors que Bardet est peut-être plus proche que Pinot, on peut en fait. discuter. Je suis d'accord avec ça. Et on rappellera aussi le Tour de Thomas Voeckler aussi, en 2011. En fait, sa cote de popularité était moins grande que celle de Thibaut Pinot, et je pense que ça a beaucoup joué sur l'impact que les gens ont eu sur sa carrière. Je pense pas sur ses résultats et sur son palmarès, mais tu vois, même si on parle des mondiaux et sa 2e place en 2018, on parle que de Thibaut Pinot, on parle que de Julien Lafilippe, on parle très peu finalement de cette 2e place de Romain Bardet, je trouve, ou du moins si j'arrête d'exagérer un peu, parce que je suis en train d'exagérer, on parle de ce groupe-là, on parle de Lafilippe qui a craqué, on parle de Thibaut Pinot qui était sûrement le plus fort aujourd'hui. Pour moi, quand on parle de 2018, on n'arrête pas de dire que Thibaut Pinot a dû gagner parce que c'était le plus fort, quoi. Alors que Romain Bardet va chercher une 2e place incroyable derrière Valverde. Bah alors du coup, je rebondis là-dessus sur le sondage qu'on a mis sur le compte Twitter FT Sport. Comment décrire la carrière de Romain Bardet? Il y en a 8% qui répondent surcoté, 34% qui répondent sous-coté, 58% qui disent à sa place. Bah, il y en a beaucoup quand même qui disent sous-coté, Robin. Ouais, pour moi, il est à sa place, mais je comprends qu'on puisse dire sous-coté. En fait, j'ai l'impression que ce qui lui fait défaut, et c'est pas du tout de sa faute, c'est la chronologie. C'est-à-dire que il fait ses 2 podiums sur le Tour, mais après ça, on a Thibaut Pinot qui vient faire son Tour 2019, qui remplit tout le monde d'émotions et qui reste comme le dernier fait marquant d'un Français sur le Tour. Et sur les championnats du monde, il fait 2e. Sauf que 2 ans après, on a Lafilippe qui est champion du monde et qui va même faire le doublé l'année d'après. Et donc, en fait, l'épisode Pinot sur le Tour a un petit peu effacé les tours de Romain Bardet dans la mémoire collective, et les titres de champion du monde de Julien Lafilippe ont un peu effacé sa 2e place des mondiaux de 2018 dans l'image collective de la mémoire collective des Français, et ça fait que ces plus grands faits d'armes ont pas été balayés, mais il y a un truc qui est venu après et qui a pris plus de place, quoi.
Ouais, moi je suis d'accord et je repense, pour moi le turning point de la carrière de Romain Bardet, c'est ce Tour 2018 où là on l'attend en ultra favori après 2017 et où il se rate à la pédale face à une adversité qui était peut-être un peu plus prenable que les années d'avant avec l'absence de Chris Froome. Enfin, l'absence de Chris Froome. Chris Froome était là, mais il fait Chris 3. Froome était là, mais c'était pas le Chris Froome qu'on avait Il sortait vu. du Giro. C'est ça. Et là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, putain, merde, est-ce qu'il a pas laissé passer sa chance? Après, derrière, il a réussi à rebondir sur des courses, notamment sur les mondiaux et sur le Tour des Alpes, Giro, etc. Mais ce Tour 2018, pour moi, il a peut-être marqué une cassure parce que je pense que c'est l'année où le public français l'attendait le plus et où finalement, il a peut-être fait son moins bon Tour de France des 3, 4, 5 dernières années auparavant. C'est peut-être le Donc, moment dont c'est il parle, la frustrant. cassure avec Ouais, les attentes du c'est public. ce que j'allais dire, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est là que c'est devenu trop. Moi, je me rappelle de Romain Bardet sur le Tour. J'avais suivi le Tour 2017 pour l'équipe à l'époque. Et c'est vraiment la période où Romain Bardet est le plus haut. Mais la pression de ce gars-là, moi, ça me paraissait hallucinant. J'avais l'impression qu'il portait tout seul. Alors, il a un peu de chance, c'est qu'en 2017, il y a Warren Barguil qui fait un super tour. Ça dilue un petit peu la pression médiatique. Mais Romain Bardet, à chaque arrivée de Tour de France, de chaque arrivée d'étape, il y avait tellement de monde autour du bus AG2R pour avoir une réaction de Bardet. Mais même sur une étape de plat, il s'était rien passé de la journée et tout le monde voulait savoir comment Bardet avait passé la journée. Et je me rappelle de Romain Bardet qui sortait la tête du bus, il restait sur les marches, il parlait 30 secondes et il rentrait dans le bus. Mais la pression qu'il y avait sur lui à cette époque-là, c'était un truc de dingue. Bon, en tout cas, Romain Bardet, là, il va se tourner sur son programme vers le Giro, puis vers le Tour de France. Donc, dans un premier temps, le Giro. Qu'est-ce qu'on attend de lui aujourd'hui, sachant que il y a de la place quand même, Robin, il y a de la place. Il y a de la place pour faire comme à Liège, quoi. Pour faire, Exactement. pour faire vrai, deux donc, derrière. Du coup, est-ce qu'on en attend pareil? Ce serait beau. Après, on va pas se mentir, entre 2 et 3, c'est pas très différent, hein. Ce qui serait beau, moi, ce que j'aimerais, c'est de voir Romain Bardet sur le podium du Giro. Et oui, il y a la place. Est-ce que, ouais, moi, j'attends qu'il fasse podium. Parce que si je te dis que j'attends pas qu'il fasse podium, c'est un mensonge. Après, je lui en voudrais pas s'il fait 4, 5, 6. Je vais pas lui tomber dessus. Mais oui, j'espère et je pense qu'il peut faire podium. Ce serait pas respecter ce qu'il est que de dire non, il est pas candidat pour le podium. Non, mais il est candidat pour le podium et après ces résultats, encore une fois, après ce qu'on a eu sur le Tour des Alpes et sur cette doyenne, pour moi, il est même le premier candidat pour une place derrière Tadej Pogačar. Il y aura de l'adversité, mais c'est une adversité que... L'adversité, c'est Geraint Thomas, Antonio Tiberi. C'est ça, c'est une adversité qu'il peut battre. Il le dit bien dans une des déclats qu'on a. Il m'a dit, Pogačar, non, c'est mort. Je sais que je peux pas le battre. Mais par contre, quand je suis au meilleur de moi-même, des Jane Lay, des Richard Carapaz, je sais que je peux le battre. Là. Il parlait de ça par rapport au Giro 2022. C'est ça. Et là, il aura une adversité qui est peut-être même un peu plus faible si on enlève Pogačar. Et encore, même Pogačar, on sait pas ce qui peut arriver sur 3 semaines. 3 semaines, c'est long. Pogačar a déjà chuté. Pogačar a déjà eu des méformes. Non, mais Pogačar a déjà chuté. Voilà, on va dire, oui, puis on va dire ça. Evenepoel a quitté le Giro sur Covid l'année dernière. Ça arrive, ce genre de pépin. Donc, la victoire, je pense qu'il ne peut pas la jouer contrairement à 2022, mais je pense que là, faut pas non plus se cacher. On aime trop se cacher aussi. Romain Bardet, il est hyper précis sur ses objectifs. Il se rate quand même assez rarement parce que même quand on parle du Tour 2018, il fait quand même 6e. Alors, il est un peu loin de la bataille, mais bon, il est là jusqu'au bout. La dernière étape à la Reims, il attaque avec Mikel Landa. Il est acteur et il finit bien ces 3 semaines-là. Donc, moi, je pense que Romain Bardet est le favori pour cette 2e place sur le Giro. Et je pense qu'il faut l'assumer aussi. Un point sur les codes d'ailleurs de ces favoris de Giro. Tadej Pogačar est à 1,20 sur Winamax. Romain Bardet est à 20. C'est plus que Verstappen. Hein. On a fait le petit comparaison. Exactement. Il était à 1,08 ce week-end pour le Grand Prix de Chine. Donc, alors, entre les deux, donc Romain Bardet est à 20, mais entre les deux, il y a Geraint Thomas qui est à 6, Antonio Tiberi qui est à 20, Damiano Caruso qui est à 20. D'ailleurs, en parlant de cotes, on va faire un petit point sur comment jouer pour ne pas faire n'importe quoi. On écoute tout de suite Tom. C'est parti. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le vélo et que tu es prêt à parier sur toutes les courses de cyclisme, ça se passe chez Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques,
Donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà, Romain Bardet, du coup, on revient à lui. Bon, il est pas si âgé que ça, mais il a quand même 33 ans. Il pense un peu quand même à la retraite. Logique, il y réfléchit un peu. Il dit, je suis en réflexion et c'est sain. Car c'est un monde qui évolue vite, plus rien n'est acquis, et avec les standards minimums incompressibles que je me fixe, je m'engage à fond dans le projet 2024 et je me laisse jusqu'au milieu d'année pour voir comment je gère les sacrifices, qu'est-ce que j'ai en retour, est-ce que je me sens vivant. Paul, il est en fin de contrat en 2024 avec la DSM. Qu'est-ce que tu en attends? Enfin, qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe pour Romain Bardet? On n'a pas envie qu'il prenne sa retraite, mais... Non. Mais la décision, déjà, ce qui est bien, c'est que la décision, elle viendra de lui. C'est le meilleur corps de la DSM actuellement. Voilà, il a beau avoir 33 ans, 34 à la fin d'année. T'as Fabio Jacobsen, avec qui on peut discuter peut-être, qui a gagné en plus le jour où Romain Bardet fait 2, qui a gagné sur le Tour de Turquie. Mais ça reste le leader de cette équipe DSM, et je pense que s'il veut continuer, il aura aucun problème à prolonger chez DSM, une équipe dans laquelle il se sent bien, qui colle avec sa manière de voir le vélo, très pragmatique, et il le dit dans cette interview, les standards qui s'imposent sont hyper importants. On sait que chez DSM, c'est des choses avec lesquelles on ne rigole pas, contrairement à d'autres qui prennent peut-être des raccourcis, chez eux on n'en prend pas, et pour le coup ça colle bien à sa personnalité, donc à voir. Et la question, il se la pose lui-même, hein, c'est quelqu'un d'intelligent, est-ce qu'il a envie de continuer à s'imposer ces standards de professionnalisme, loin de sa famille, peut-être d'un cyclisme à qui il a déjà beaucoup donné, peut-être qu'il est aussi lessivé de ça. Je pense qu'on peut pas se rendre compte, nous commentateurs, de vivre une carrière comme celle de Romain Bardet, où à chaque course à laquelle il a participé, à chaque course par étape, on lui a demandé de faire top 5, top 3 ou d'aller chercher la victoire. Je pense que psychologiquement, physiquement, c'est délirant. À lui de savoir, et je pense qu'il y a que lui qui peut répondre à ça, de savoir s'il a envie de continuer. Mais par contre, ce qui est une chose est sûre, c'est que s'il continue, les premiers contents, ce sera nous, hein. On va pas bouder notre plaisir. Ouais, clairement, c'est assez dingue, c'est que, encore une fois, je fais le comparatif avec Thibaut Pinot, parce qu'ils ont éclos à peu près au même moment, et tu vois qu'ils prennent Pinot après sa retraite assez tôt, et Romain Bardet, s'il prend sa retraite en 2024, on pourra dire aussi que c'est pas tôt, mais c'est pas très tard non plus. C'est 13 ans de carrière quand même, ouais. Ouais, mais en fait, la carrière est longue, mais en termes d'âge de départ, quand tu vois le nombre de mecs qui sont encore dans le peloton à 37, 38, 39 ans, tout à l'heure, on regardait combien de mecs avaient plusieurs monuments. Fuglsang, il a 39 ans, hein, et il court encore. Et Damino Caruso, je sais pas quel âge il a, mais il sera là et parmi les favoris du Giro. Voilà, donc... dans les cotes, en tout cas. On verra donc, oui, après. mais je comprendrais, en fait, qu'il prenne sa retraite, parce que lui, comme Pinot, ils ont tellement... porter les attentes du vélo français pendant longtemps que c'était lourd, quoi, et que ça te fait peut-être perdre des années en fin de carrière. T'es rincé peut-être un petit peu plus tôt que d'autres, donc je lui en voudrais pas d'arrêter. Est-ce qu'il va le faire ou pas, ça y a que lui qui le sait, honnêtement, mais je pense qu'il est tout aussi bien capable de se dire, s'il fait une belle année et ça en prend le chemin, je m'arrête sur une belle année, comme il est capable de se dire, j'ai fait une belle année, donc je peux continuer, j'ai encore des choses à faire. Il disait cet hiver dans une interview dans l'équipe qu'il adorait encore faire du vélo, qu'il était encore passionné par ça, donc peut-être que ça le poussera à continuer, mais ça c'est dans sa tête, hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je voulais revenir sur un truc sur son héritage. C'est au-delà même de son palmarès et tout ça, il va laisser un truc en plus dans le vélo français, c'est la méticulosité qu'il a eue depuis toujours. Et j'en reviens à Tour 2017, mais dans ses meilleures années, dans ces moments-là, on le présentait vraiment, et à juste titre, comme le mec qui faisait des trucs que personne ne faisait, quoi. Avec notamment Jean-Baptiste Quiclet, son entraîneur chez AG2R, ils ont commencé quelque chose qui aujourd'hui est devenu généralisé dans toutes les équipes. Un entraînement de pointe, des recherches sur absolument tout, sur la position du coureur sur le vélo, sur la nutrition, etc. Et il était tellement à la pointe sur tout, Romain Bardet, mais avant les autres, j'ai envie de dire, en tout cas avant les autres dans le cyclisme français, c'était un peu comme si Romain Bardet à lui tout seul faisait ce que Sky faisait en tant qu'équipe, quoi. Et bon, déjà c'était nécessaire pour essayer de rivaliser avec eux, et il a généralisé ça à tout le vélo français, parce que derrière tout le monde a copié, en fait. Et je pense qu'il a été l'exemple pour beaucoup, et qu'il prenne sa retraite en 2024 ou plus tard, il laissera ça dans le vélo français, c'est que il a mis en place ces standards là qui sont devenus les standards de tout le monde.
Romain Bardet, surcoté, sous-coté, quel héritage? C'est les questions qu'on vous pose dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à continuer ce débat dans la page commentaires sur YouTube, sur notre page FT Sport. Si par hasard vous regardez sur YouTube et si par hasard vous nous écoutez en podcast, car c'est désormais possible sur toutes les plateformes, eh bien n'hésitez pas à aller sur Twitter, sur Instagram, parce que sur la page Instagram par exemple, vous pouvez aussi répondre à nos stories. On prend, on lit, bien évidemment, et c'est pareil les pages FT Sport, les amis. Merci à tous. On continue, on parle des bonifs parce qu'on va parler d'Egan Bernal, de Decathlon AG2R et de Demi Vollering. C'est parti. Egan Bernal, Polo, c'est toi qui démarre parce que ça continue sur la lancée de Liège-Bastogne-Liège, parce qu'il a été présent, Egan Bernal, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Ouais, Egan Bernal m'a impressionné sur Liège-Bastogne-Liège, le Colombien qui découvrait cette course, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que c'est une course qui pouvait potentiellement lui convenir, notamment dans une période où il n'y avait pas ces extraterrestres, où il aurait pu aller potentiellement en chercher une, pourquoi pas. Egan Bernal a tout tenté, pour le coup, on le voit sur la photo que vous voyez actuellement. J'ai trouvé très fort, que ce soit dans la côte de la Redoute ou surtout dans la côte de la Roche-au-Faucon. Je pense le meilleur des autres, en tout cas à la pédale. À voir, on peut en discuter, notamment avec des coureurs comme Romain Bardet, comme Cosnefroy, qui avaient un peu anticipé. Donc la comparaison est pas simple, mais je l'ai trouvé très fort. Il va sur le Tour de Romandie là cette semaine. Ce sera dur, notamment face à une équipe UAE qui est monstrueuse. Mais il n'y a pas Pogacar. Mais il n'y a pas Pogacar. Mais bon, il y a du monde. Il y a du Adam Yates, il y a du Ayuso et du McNulty. Lui avec une belle équipe aussi. J'en attends beaucoup d'Egan Bernal. On sait toujours pas s'il va faire un grand tour cette année. Il est pas annoncé sur le Giro ou c'est Geraint Thomas. Il est pas encore annoncé sur le Tour de France. Mais au vu de son calendrier, c'est pas impossible de le voir. Mais pour l'instant, il y a rien de sûr. En tout cas, j'ai l'impression que côté Ineos, pour un coureur du classement général, je pense que Egan Bernal s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde et la meilleure carte, pour le classement général côté de cette équipe britannique. Je pense que c'est redevenu lui, pardon. Ouais, effectivement, et on ne s'y attendait pas forcément. Il y a un autre truc auquel je m'attendais pas, et c'est ma bonif du coup, c'est Decathlon AG2R, parce qu'en début de saison, effectivement, j'entendais Vincent Lavenu dire que il n'avait pas recruté assez en termes, en tout cas, de coureurs profilés pour les classiques d'un jour. Or, ils sont présents, actifs. Alors, Aurélien Paré-Peintre a pris effectivement il était dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège, et au final, il se glisse dans le top 10 de toutes ces classiques. Ils prennent 1200 points sur ces classiques, c'est énorme. Ils sont, je crois, 5e au classement ici en ce moment. Et puis il y a pas que Aurélien Paré-Peintre, il y a aussi Benoît Cosnefroy qui a fait la course, qui a été présent, Paul Lapéra, l'autre frère Paré-Peintre. C'est une équipe, j'avoue, moi, qui me fait plaisir à avoir évolué. J'ai l'impression que c'est ça ce qui se passe sur le Tour de Romandie. J'adorerais voir Prodhomme ou Berthet aller chercher enfin une victoire World Tour. Ça me ferait du bien pour continuer à aller chercher en tout cas des accessites. Ce serait plutôt sympa. Donc voilà, je voulais dire un mot de Decathlon AG2R et on termine, Robin, avec ta bonif. C'est Demi Vollering pour une question de contrat. Exactement. Alors j'ai pas l'info de savoir où elle va signer, mais il y en a qui pensent avoir l'info. C'est notamment la Gazzetta dello Sport en Italie qui explique que ce serait presque fait avec FDJ Suez, et pour moi c'est le transfert de l'année. C'est pour ça que je voulais en parler. Hommes et femmes confondus. Exactement, hommes et femmes confondus. Je pense que même si on compare au mercato de l'année passée, parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, chez les hommes on n'a pas eu un transfert aussi dingue. Le plus gros transfert de l'hiver c'était sans doute Primož Roglič vers Bora. Je pense que là c'est largement au-dessus. Demi Vollering, c'est la vainqueur sortante du Tour de France. On le sait, elle va pas prolonger avec SD Works. L'histoire va se terminer. J'en avais parlé il y a quelques semaines dans l'émission. Mais là, maintenant, ce qu'on sait surtout, c'est que ça risque d'être FDJ Suez, une équipe française qui l'accueille. Et je trouve ça ultra positif pour le cyclisme féminin. C'est que le sujet est devenu une conversation, en fait. On se retrouve à scruter les rumeurs pour savoir où va aller Demi Vollering. Est-ce que FDJ Suez peut l'accueillir? Comment ça va se passer? Parce qu'il y a déjà des leaders en place chez FDJ Suez, etc. Et le fait que ça devienne un sujet comme ça, comme si on était en train de parler de Remco Evenepoel l'année dernière avec Ineos ou de Primož Roglič chez Bora, je trouve ça très positif. Et puis pour le cyclisme français, faut pas bouder notre plaisir. C'est une très très bonne nouvelle si elle rejoint FDJ Suez. Ça veut peut-être dire qu'une équipe française sera en mesure, c'est sûr, de remporter le Tour de France et peut-être le fera, parce que ce sera évidemment la grande favorite du Tour de France dès cette année, encore chez SD Works, mais aussi dans les années futures. Effectivement, ça devient un feuilleton. Ça va être cool, mais il faudra quand même surveiller
fait le transfert de l'année si on n'a pas un Evenepoel ou un Van Aert qui bouge en fin de saison. C'est vrai, ça pourra changer. Ouais. C'est vrai. Mais Mais ça je sera comparais intéressant ça plutôt Oui. au transfert de l'hiver dernier. On ne sait pas évidemment ce qui va se C'était pour passer. t'embêter. mais Tadej c'est- Pogacar a fait une petite blague parce que Mathieu Van Der Poel va en vacances à Dubaï. Il a dit peut-être que c'est pour aller aux Émirats et signer un contrat. Donc évidemment que si Van Der Poel signe chez UAE, ça fera le transfert de l'année. Mais c'est pas prévu. Il a prolongé avec Alpecin. C'est assez rare maintenant dans le cyclisme des hommes de voir des gros transferts entre deux top teams, je veux C'est dire. vrai que c'est. On voit Labora qui se fait, qui est souvent dans ces transferts-là, mais on a vu Carnage Book, on a vu d'ailleurs le feuilleton et la polémique que ça avait créé. Ouais. Mais au final, Mais ils après, ont assez d'argent pour les conserver, Oui, les oui. grosses top teams. Ouais, mais bon, la polémique avec tout UAE, c'est surtout comment ça a été fait. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai, t'as raison Clairement. qu'ils ont tellement des beaux contrats à droite à gauche que c'est pas Ça avec un bouge meilleur finalement contrat peu, ouais. que tu vas le convaincre. Ouais. Alors ça peut être d'autres critères. On en a parlé beaucoup avec Jasper Philipsen. Ça sera peut-être lui, Avec des le gros sponsors transfert aussi. de l'hiver. Et effectivement, Ouais, et des des sponsors. sponsors, Et ça comme va Red- beaucoup bouger dans les comme Red prochaines Bull, années. ouais. Je termine cette émission, les gars, avec le Tour de Romandie pour vous filer un petit tips sur Winamax qui est assez intéressant parce que Qu'est-ce qu'il a vu, Joseph? Il Bah, a vu quelque chose. Il a vu moi la lumière. j'attends beaucoup le Tour de Romandie pour voir comment va évoluer Lenny Martinez. Ah, Lenny. Et vous savez à combien il est, Lenny Martinez Pour le général, Alors pour le général, alors pour les plus optimistes d'entre vous, Lenny Martinez peut gagner. Mais Lenny Martinez est à 40 à la victoire. C'est-à-dire que il y a au moins 15 mecs devant lui en termes de cote. Et en termes tout simplement de podium, Lenny Martinez est à 10. Donc c'est mais quand même il y a des du cotes chrono, hein. intéressantes. Il y a deux chronos. Hein. il y a du chrono, 15 bornes et un Eh prologue. ben, justement, je l'ai vu. De 2250 mètres aujourd'hui. Ouais, il y a Un quasiment prologue de bornes. 2 km, mais avec 10 Bah, virages. justement. J'attends aujourd'hui, mais ça peut être intéressant. Podium de Lenny Martinez. Non, moi je vais prends pas. Ouais. Après, il y a Juan Ayuso, c'est un peu le Il y a problème. Yates, C'est un peu le Ayuso. problème. Mais il y a Juan Ayuso pour la victoire. C'est que des mecs qui savent rouler. Enfin, il y a Ayuso et McNulty savent bien rouler. Derrière, t'as Il y a Tao Tao Bernal, Gegenhardt. t'as Tao. Bah ouais, mais en fait, Vlasov. à part Juan Ayuso et Simon Yates. C'est pas effectivement impossible, mais la McNulty cote, ou Yates, Avec les tu deux, vois, un podium. avec Non, les non, deux. non, je viens de te dire 5 noms déjà. Non, mais surtout Les avec autres, je suis pas deux- d'accord. avec Simon Yates, les c'est pas d'accord, deux, Vlasov, chronos. non. Avec les deux chronos, Lenny Martinez. Alors Lenny Martinez, Il va roule de foutre mieux le en feu. mieux, cela dit. Hein. Il va Alors, foutre je sais le plus à feu. quel Mais oui, chrono c'est j'ai pour vu ça. cette année. Il roule mieux Mais, et il n'y a pas que des chronos. Mais la Faudra tenir ça roule. Est-ce qu'il va être leader même basse. Est-ce qu'il va être leader même? Il y a Ouais, Gauthier, hein. c'est un peu la Vous avez question. vu aussi. que la Groupama David FDJ Gaudier a est mis là. la Groupama T'as vu, FDJ a mis les. il donne un tip s'il oublie de Oui. dire que Gaudier. Non, j'oublie pas. J'estime qu'ils seront Non, mais co-leaders. les deux s'entendent bien. On l'a vu sur le triptyque dans le Jura, dans le Doubs. J'ai plus exactement le nom de la région, mais les deux ont l'air de bien s'entendre. Ça a dû leur faire du bien ces victoires là sur la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus exactement. Ça, je suis pas inquiet. Par contre, ce qui est marrant, c'est que la Groupama FDJ a mis les dossards en fonction de l'ordre alphabétique. Ah, c'est Pour vrai. pas- Ah oui. pour pas mettre un numéro 1. Ah oui, donc c'est Cyril Barth qui Ouais. a le 91. C'est ça. C'est marrant. C'est rigolo ça. Ah, c'est surtout révélateur. Ouais, c'est pas anodin quoi. Ouais, Voilà, c'est donc, pas anodin, je pense. donc ils sont co-leaders. Mais ça, c'est pas impossible. Hein. Ah, Sans doute. Je l'interprète comme ça. Merci mon Robin, merci mon Polo, Merci à toi. merci à Merci à toi, Tom et Joseph. à Léo en régie et merci bien évidemment à vous, tous les rouleurs, de continuer à nous suivre. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous et on se retrouve très vite parce que le Giro arrive et il y aura une grosse preview à venir. Suivez bien tous nos réseaux. Ciao ciao les rouleurs, gros bisous. Salut. Bisous.